Et je pense qu'au fond, de façon assez vicieuse, c'est ce que vise la COBAC, c'est-à-dire donner le sentiment que, en fait, la Centrafrique s'est trompée. Parce que dans les dispositions de la loi du 22 avril 2022 en Centrafrique, il est clairement dit que la monnaie de référence, c'est le Bitcoin, que tous les acteurs économiques, les opérateurs économiques sont tenus d'accepter les transactions, les paiements qui seraient proposés en Bitcoin, et donc, et aussi qu'il y aurait donc cette conversion entre Bitcoin et franc CFA. Par les dispositions actuelles, qui sont plutôt étonnantes, parce que je crois que la COBAC, la BEAC aurait dû d'abord s'informer, aller discuter avec l'État centrafricain, eu égard au principe d'harmonisation des législations. Mais de quoi s'agit-il? Où allez-vous? Que recherchez-vous? Que voulez-vous? Pourquoi maintenant? D'abord. Et ensuite, vérifier que cela ne vient pas perturber un certain nombre d'équilibres fondamentaux dans la zone monétaire. Le problème, c'est que la BEAC se dit, par cette disposition, elle bloque les conversions entre Bitcoin et... Elle a clairement stipulé. Et franc CFA, elle dit clairement, Bitcoin et franc CFA. Et en le bloquant, ça va peut-être empêcher la Centrafrique d'évoluer. Et c'est là qu'entre en jeu ce que je vous disais, non. Non. En réalité, ça me rappelle un peu... ça me rappelle l'empereur Louis XVIII qui, accidentellement, c'était, en réalité, en prenant un certain nombre de dispositions, avait favorisé la constitution de la République sans s'en rendre compte. Ce que la COBAC fait, ou ce que la BEAC fait, va aider la Centrafrique. Et je pense que nous n'allons pas perdre du temps en des discussions qui n'ont aucune valeur ajoutée. On va plutôt faire des propositions qui sont plus intéressantes et qui permettent d'opérationnaliser la loi. C'est ça qui est important. Et ça me permet d'évacuer rapidement un certain nombre de choses qui sont les bases sur lesquelles ces décisions-là ont été prises. La BEAC évalue un certain nombre de risques. Risques de marché liés à la volatilité extrême des cours des crypto-monnaies. D'abord, je voudrais rappeler 2 ou 3 choses. Je ne sais pas si en Afrique centrale ou à l'intérieur des bureaux de la BEAC, la lumière joue à la même intensité. Mais je sais que ça n'a pas la même intensité et que la volatilité est le principe même de la vie de tous les jours. Par contre, les cryptos... Bon, alors là, on parle des crypto-monnaies en général. D'abord, la Centrafrique n'a pas adopté toutes les crypto-monnaies. Le Bitcoin. La Centrafrique a adopté le Bitcoin. Et il y a une différence fondamentale entre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est de la monnaie numérique. Les crypto-monnaies ne sont pas de la monnaie. Ce sont des actifs d'entreprise. Le Bitcoin est quelque chose qui n'appartient à personne. Ce n'est pas une valeur d'une entreprise qui en ferait la promotion. Les autres crypto-monnaies ou tout ce qu'on appelle crypto-monnaies, ce sont en fait des actifs d'entreprise bien connus. Voilà une entreprise qui a lancé sa crypto-monnaie, etc. Et donc qui en fait le commerce. C'est un produit marketing commercial comme tous les autres. Le Bitcoin, il n'y a pas quelqu'un qui en est le dépositaire, qui en est le propriétaire et qui en ferait le trading comme tous les autres. Pas du tout. Et c'est cette décentralisation du Bitcoin, c'est le fait que ce soit du vrai cash électronique et que ce ne soit contrôlé par personne qui fait problème au niveau de la BEAC et de ses commanditaires. Donc, il y a le risque de volatilité, mais tout est volatile. Pour les monnaies de banque centrale que la BEAC semble privilégier, mais ces monnaies de banque centrale sont particulièrement volatiles. En ce moment, quand on ajoute à l'inflation ce qui est en train de se passer, la plupart des monnaies ont perdu une grande partie de leur valeur. Mais les gens vous diront que oui, mais le Bitcoin a perdu sa monnaie. Observez le Bitcoin sur le long terme. Une monnaie, ce n'est pas quelque chose qu'on considère sur le très court terme. Sur le très court terme, il y a des solutions pour stabiliser, pour éviter les pertes de valeur. Ça s'appelle des stablecoins. Et ce que je crois que la BEAC craint, ou a bien compris, c'est que la Centrafrique va forcément avoir une stablecoin qui permet de faire le commerce à l'intérieur. Et cette stablecoin pourra être donc assise sur un panier de matières premières telles que l'or, le diamant ou
tels que l'or. Voilà, Ce qui va permettre de stabiliser. Des ressources qui sont disponibles, en RCA. Alors, peut-être avant, parce que j'aurais aimé qu'on parle justement de ces propositions enfin, parce que comme le thème non, c'est pas des propositions, là c'est des risques que j'évacue. Ah, je ne suis même pas encore aux propositions. D'accord. Mais si on comprend bien, cette décision de la COBAC, elle ne vous inquiète pas, et elle ne devrait pas inquiéter la RCA, c'est ça? Je suis en train de vous dire, là, dans le cours de cette évacuation, vous comprenez qu'elle n'a pas besoin d'être inquiétée. Bien au contraire, elle doit être confortée dans sa décision et maintenant passer à la phase opérationnelle. Mais ça, la phase opérationnelle, on en parle peut-être un peu plus tard. Mais là, vous avez des risques comme le risque opérationnel, la cryptocriminalité. Ils sont sérieux. Les paradis fiscaux sont en Bitcoin? Les paradis fiscaux sont en Bitcoin. On a le rapport de FinTech de 2019, sur l'année 2019, 1319 millions d'euros. Milliards d'euros. Par la principale banque allemande. Goldman Sachs, 735 millions de dollars dans les paradis fiscaux et dans le financement du terrorisme. Milliards de dollars. Donc, on sait très bien que c'est pas... Mais c'est 0,05 en fait le chiffre. C'est pas nous qui disons. Et ça c'est les crypto-monnaies. C'est 0,05. D'accord. Des crypto-monnaies qui ont le risque de crypto-criminalité qui est mis en avant est quand même curieux. Les paradis fiscaux existent partout. Tout l'argent qu'on a sorti de l'Afrique pendant 50 ans, c'est sorti en crypto-monnaie. En crypto-monnaie? Pas du tout. Les terroristes du Mali sont financés en crypto-monnaie. Est-ce qu'ils sont financés en Bitcoin? Donc le risque de crypto-criminalité, ben, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ce truc-là n'a aucun sens. Donc les peurs, les inquiétudes de la COBAC? Non, ce ne sont pas des inquiétudes. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. En réalité, c'est la poudre aux yeux. Et ça, c'est pour le grand public, c'est pour l'embrouiller. Vous avez le risque de liquidité ou de conversion de devises. Mais vous avez la libre transférabilité des fonds via le franc CFA qui pompe tout ce que nous avons comme monnaie ici, tout ce que nous avons comme liquidité ici. Vous avez le compte des opérations qui pose un sérieux problème de gestion de nos devises. Mais il faut s'attaquer à ça. Vous vous attaquez au Bitcoin, il a fait quoi? Il est clair que, évidemment, les transactions telles que c'est perçu aujourd'hui, c'est-à-dire sous la forme essentiellement du trading, il est évident qu'il y a un problème de liquidité, mais il faudrait, sauf que la Centrafrique n'est pas engagée dans cette affaire de trading. Vous avez un risque juridique, l'extraterritorialité des prestataires. Mais l'extraterritorialité des prestataires, est-ce que la Centrafrique vous a dit, est-ce que le Bitcoin, justement, il est décentralisé, mais il n'y a pas une localisation particulière qui fait que vous avez dit que l'utilisation du Bitcoin va envoyer vos devises à tel endroit ou à tel autre. Ce n'est pas comme ça. Soit vous ne comprenez pas très bien ce que c'est que le Bitcoin, soit en fait, vous êtes en train de faire du dilatoire ici, là, et vous êtes passé. Il y a l'autre risque qui est lié au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. On vous dit que officiellement, c'est 0,15% des transactions qui feraient éventuellement problème. 0,15%. Or, le blanchiment d'argent, le financement, mais le blanchiment d'argent, mais tout le système capitaliste n'est que du blanchiment d'argent. Tout ce système n'est que du blanchiment d'argent. Et donc, vous prenez quelque chose qui a 0,15% de transactions, mettons, quasiment douteuses, mais qu'on peut au moins retracer. Parce que dans le cas des monnaies fiat, on ne peut pas retracer. Donc, vous venez vous dites que c'est un risque sérieux. Vous ne pouvez pas établir quelque chose comme étant un risque à 0,15%. Et ce qui est donc, par exemple, le blanchiment d'argent avéré de 5% de la masse monétaire mondiale. C'est combien? Toutes les crypto-monnaies, c'est 3 000 milliards de dollars. Or, quand vous prenez la masse monétaire mondiale, vous êtes autour de 120 000 milliards de dollars. Alors, si vous êtes à 120 000 milliards de dollars, vous venez chercher les 0,15% de 3 000 milliards de dollars et vous laissez 5% seulement, c'est plus du double. C'est carrément le double de tout ce que les crypto-monnaies ont comme volume. Et c'est ça que vous venez passer comme risque. Vous avez le risque d'évasion fiscale qui est le dernier. Et de fuite de capitaux. Mais on est carrément... L'Allemagne vient de prendre un texte qui défiscalise tous les comptes cryptographiques de plus d'1 an. D'ailleurs, ils sont pour inciter les Allemands. D'ailleurs, ils sont en débat avec le reste de l'Union européenne qui veut fiscaliser. Mais pour des fins, à des fins pédagogiques, il faut véritablement qu'on comprenne la quintessence des mesures prises par la COBAC et de savoir si oui ou non la RCA et éventuellement d'autres pays qui seraient intéressés par la crypto-monnaie peuvent être inquiétés justement avec vous. Patient Parfendum,
Était-ce une bien belle idée de la RCA de légaliser le Bitcoin? Aujourd'hui, ne se retrouve-t-elle pas un peu isolée de ses autres frères? Avant le Bitcoin, est-ce que la RCA était insérée dans un truc globalisant solidaire avec ses frères? Le CFA. Il faut faire attention avec le ce que CFA, je grand. raconte. Moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est-à-dire qu'avec ces occasions qui viennent de la COBAC, de la BEAC et tout ce que vous voulez, arrêtez. Qu'est-ce qu'on dit aux Africains? Vous n'avez pas de souveraineté. Vous n'avez pas le droit de penser. Vous n'avez pas le droit de penser, d'agir comme vous voulez. Il y a des expressions assez fortes quand même, on parle d'assujetti, c'est quand même fort, hein, les expressions utilisées par la COBAC. C'est le Parlement centrafricain qui a légiféré sur cette question. Point. Qui mieux que ce Parlement pour prendre ces décisions? Que sont les fonctionnaires qui sont à la COBAC, à la BEAC, pour remettre en question une décision légitime et souveraine du peuple centrafricain? Qui sont-ils? Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Alors, quand on identifie ce problème et on l'a posé comme ça, on voit bien que on dit souvent qui profite du crime, mais en réalité, tout cet acharnement-là, uniquement sur cette question-là. Moi, je ne suis pas expert de Bitcoin, donc je n'en parlerai pas avec autant de maestria que mes jeunes frères sur le panel. Je suis sur le principe d'un État souverain, nous dit-on, indépendant, qui prend une décision et qui est contestée par une organisation et dont les mécanismes ne peuvent pas remettre en question une décision légitime de ce pays, de ce peuple. Ça veut dire que on nous cache la vérité sur ces attaques. La vérité, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on doit continuer à maintenir l'ensemble de vos économies, n'est-ce pas, sous contrôle. On doit vous maintenir groupés dans l'esclavage. Sous contrôle. Vous êtes dans la cage, la personne ne doit faire semblant de vouloir sortir de la cage. C'est ça le fond du problème. Sinon, on n'en serait pas là. On aurait au moins pu se rapprocher des institutions centrafricaines pour discuter, pour comprendre le sens de leur démarche. Que non, c'est le couperet qui tombe, avec des oukas, comme je le dis, comme ce que nous constatons là. Donc je pense sincèrement que le véritable problème de cette affaire-là, c'est qu'on veut maintenir les économies de nos peuples sous contrôle par des institutions qui n'ont aucune légitimité sur le plan sous-régional. Aucune légitimité. Alors, ces institutions-là, qui ont comment dire ça, leur vision et leur agenda, leur programmation, n'acceptent pas qu'un pays comme la Centrafrique, justement, à partir de cette initiative qu'elle essaye de mettre en chantier, puisse se défaire de leur autorité, puisse sortir, n'est-ce pas, de leur pression permanente. Et c'est ça qui fait que il y a encore dans un passé récent, la Centrafrique a été un État failli, tout le monde le sait. La Centrafrique était un État failli. Comment un État qui est aussi riche peut être un État failli? Avec votre système, comme vous nous dites là, le franc CFA est monté, est descendu, la convertibilité de ceci, de cela. Mais la Centrafrique qui est autant riche ne peut pas nourrir moins de 6 millions d'habitants. Alors, on a vu que la levée de bouclier des instances de la CEMAC et de la COBAC en particulier s'est produite après l'adoption justement de la crypto-monnaie. On comprend et on ne va pas revenir sur les choix qui ont motivé cette prise de décision, mais politiquement, est-ce que c'était intelligent pour le président Touadéra de le faire maintenant justement? Et quand on voit cet acharnement, puisque le mot est sorti, ils ne vont pas s'arrêter là. Est-ce que politiquement c'était intelligent de se mettre à dos la COBAC et les instances de la CEMAC? Bon, quand tu as tes enfants à la maison qui sont en famille, ta préoccupation c'est laquelle? C'est de les nourrir, non? C'est ça. On est d'accord? C'est de les nourrir. Si tu décides de commencer à vendre le couscous de maïs devant ta porte et que les voisins du quartier, avec comment on appelle ça, le chef du quartier vient vous dire que vous n'avez pas de... Ce n'est pas le chef du quartier qui va te nourrir. Hein. Il faut que tu cherches les solutions pour nourrir ta propre famille. On est d'accord? Surtout que tu as ton champ de maïs. Ok? Le problème de fond dans cette affaire-là, c'est qu'on veut maintenir la Centrafrique sous domination. C'est le problème de fond. Et l'État centrafricain cherche des moyens pour se sortir de cette domination. Comme les autres pays de l'Afrique centrale ne veulent pas mettre fin au franc CFA, la Centrafrique cherche des moyens pour se sortir, n'est-ce pas, de cette camisole de force. Et parmi ces moyens, elle n'a pas dit que de manière définitive,
avec l'opération de Bitcoin, ça va être ça. Mais là maintenant, elle est bloquée. Avec le franc CFA, elle ne peut rien faire. Quelqu'un nous avait dit sur ce plateau que, mais avec continuer à entretenir et à accepter le franc CFA, c'est non seulement plomber son avenir sur le plan économique, mais c'est aussi donner la latitude aux autres de vous dicter même vos choix économiques. Le franc CFA, c'est une agence. C'est ça le problème. Et bon, quelqu'un doit dire c'est une agence de renseignement. Vous voulez construire une école, on vous dit que non, il n'y a pas l'argent pour construire une école aujourd'hui. Vous voulez construire une petite entreprise qui va transformer même votre coton, on vous dit non, pour l'instant, on n'a pas l'argent pour ça. C'est quelqu'un qui donne pour votre peuple, vous-même, qui donne les ordres. Dans un coin caché, on ne sait pas où il est. Hein? On ne parle de Chamalier ou bien de la Banque de France. C'est lui qui donne les ordres là-bas. Même pas la Banque au Trésor. C'est lui qui... on est au Trésor français. C'est lui qui donne les ordres là-bas. Donc voilà donc les indépendances que nous avons reçues. Quand sur ce plateau, j'écris chaque jour, je vous dis que nous ne sommes pas des États souverains. Et que nos parents, même après les indépendances, quand ils ont continué le combat pour l'indépendance, ils nous disaient que notre indépendance est encore accrochée quelque part. Il faut la décrocher. Ce n'était pas une vue d'esprit. Voilà la réalité. Voilà la réalité. On vient de vous dire que l'Allemagne est en train de faire de défiscaliser, n'est-ce pas, tous les actifs en Bitcoin, n'est-ce pas, qui ont une certaine durée, n'est-ce pas. Vous avez entendu que la France a levé la tête là-bas pour dire l'Allemagne que tu n'as pas raison. Ils sont tous dans le même système de l'euro, non? Bien sûr. Pourquoi la France ne dit pas à l'Allemagne que tu n'as pas le droit de le faire? Parce que tu vas mettre en mal notre système monétaire conçu et accepté de tous. Pourquoi la France ne le dit pas? Tout le monde va se mettre au pas. Vous voyez, mais pour nous, il a suffi que M. Touadéra constate très bien que, la France combat son approche pour la sécurisation de son pays en se faisant accompagner par un nouveau partenaire qui est la Russie. La France combat son approche économique pour sortir le peuple centrafricain de la pauvreté. La France combat son approche diplomatique en essayant de maintenir des forces armées sur son territoire qui n'ont aucune efficacité. Et donc, c'est pertinemment qu'elles ne sont pas là pour résoudre la question sécuritaire sur son espace. La France combat même la légitimité du pouvoir de Touadéra. Il ne faut pas qu'on marche les mots, c'est une vérité, comme le fait ailleurs. Et à partir de ce moment-là, comment vous pouvez penser sortir votre peuple et vous en sortir en ayant pour chapeau, pour quelqu'un, votre parapluie, quelqu'un qui en réalité ne lutte pas pour vos intérêts. Non, il fait tout pour que vous soyez complètement mouillé par la moindre petite pluie. Alors là, je pense sincèrement que le problème de ce débat-là, les experts dans la question de Bitcoin vont développer le caractère opérationnel et le risque zéro, contrairement à ce qu'on nous fait croire, qui a adopté les mesures essentielles qui ont été prises par le Parlement centrafricain. Mais dans le fond du débat, c'est la volonté de Paris et de ses amis de continuer à dominer complètement nos États et à leur enlever le moindre petit soupçon de souveraineté dont ils peuvent se targuer aujourd'hui. D'accord, merci Patient Pafendom. Maître Franklin, dites-nous pourquoi le choix de la crypto-monnaie? Il y a quand même cette monnaie en Afrique qui sont entre guillemets indépendantes, même si on peut enlever le guillemet. Le Naira par exemple au Nigeria, le Cedi au Ghana, l'Escudero au Cap-Vert. Pourquoi est-ce que la Centrafrique, est-ce qu'elle n'aurait pas gagné mieux à s'attacher justement à ces monnaies qui ne dépendent pas de la France en particulier? Pourquoi le choix de la crypto-monnaie? C'est une excellente question, Rim. Et tu me permettras, pour que cette émission, et pour le respect de ceux qui nous écoutent, mais je crois que le docteur Yamtimba également a déjà fait cet exercice. On va éviter de transformer ça en plateau pour faire la promotion de la crypto-monnaie. Ce n'est pas l'objectif. Cette émission a pour but d'avoir un regard panafricain et panafricaniste sur les grands mouvements qui structurent l'Afrique et le monde. En effet. Donc, nous allons essayer, autant qu'il est possible de le faire, d'aborder cette question sous un prisme idéologique, plus que sous un prisme technique. On n'est pas ici pour expliquer aux gens la blockchain ou les crypto-monnaies. Mais on veut leur expliquer, pas encore précisément, on veut leur expliquer le mouvement qui se passe en Centrafrique et en quoi cela a une portée panafricaine, en quoi cela est un clin d'œil à l'évolution et l'autonomie de l'Afrique vis-à-vis de la prédation occidentale. À ce propos, est-ce que ce n'aurait pas été plus panafricaniste de s'associer au Naira, qui est le frère j'arrive. Voilà pourquoi j'ai applaudi des 4 mains le propos du grand frère, M. Ndom. Voilà, écoutez, on est quand même dans une zone où, historiquement,
on nous a enlevé le pouvoir d'exister d'un point de vue monétaire. On peut le dire de 10 000 façons, mais ça reviendra à ça. On nous a enlevé la capacité d'exister. J'ai pas dit d'agir, d'exister même, d'un point de vue monétaire. La Centrafrique fait face à un problème sérieux. C'est qu'un président a été élu, il a pris des engagements vis-à-vis de son peuple, et il se trouve face à une situation inextricable dans laquelle la monnaie qu'il utilise ne lui permettra jamais de réaliser les objectifs politiques et économiques qu'il s'est fixés et pour lesquels il s'est engagé devant son peuple. Il est dans une zone économique où il ne peut pas agir seul. Alors, face à cette situation, il a deux possibilités. Une méthode ancienne qui consisterait à aller chercher une monnaie comme le cedi, comme le naira et autres. Mais vous voyez très bien que on parle là de deux pays anglo-saxons. On parle là, on a pris deux exemples, mais comme par hasard, c'est deux pays anglo-saxons. C'est deux pays qui ne sont pas dans l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale, oui, il y a les pays d'Afrique de l'Ouest dans le franc CFA. Mais même à l'observation, on sent très bien que le creuset du franc CFA, c'est bien en Afrique centrale. Mais peu importe. On n'est pas obligé de passer par les mêmes méthodes pour atteindre des objectifs. J'ai vous développé ici une fois l'idée du leapfrog. Le président Touadéra est fin et subtil. Il sait que s'il utilise les méthodes anciennes pour battre monnaie, c'est plus tortueux, c'est plus complexe, c'est plus exposé et le risque d'être phagocyté par la prédation étrangère est plus élevé. Donc, du coup, en utilisant la technologie, il s'expose moins aux affres de ces gens-là. Et il simplifie le processus en accélérant la possibilité d'atteindre le résultat. Parce que la blockchain, on parle de crypto, mais ce n'est pas la crypto-monnaie qui est en train de faire ce n'est pas la crypto-monnaie qui est l'enjeu majeur de ce qui se passe en Centrafrique, c'est la blockchain. C'est la technologie blockchain et tout ce que ça va apporter. La crypto-monnaie n'en est qu'une excroissance. En fait, le produit phare. Mais dans la vérité, la technologie qui sous-tend la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Et c'est la blockchain, là, c'est l'écosystème cryptographique, Sango, qu'il est en train de mettre en place, qui va... La crypto-monnaie, ça va juste circuler. Si on vous verse le sang dans le corps sans mettre les artères et les veines, vous allez mourir. Il faut tout le circuit là à l'intérieur de la blockchain qui va faire passer l'ensemble des monnaies, tout ce qui est monnaie là-dedans. Mais c'est la blockchain. Et il a compris. Il va rattraper son retard sur bien des peuples en procédant par la blockchain plutôt qu'en partant battre monnaie. Alors, est-ce que l'impératif d'urgence est aujourd'hui confronté, pour le cas d'espèce, au risque? Parce que vous êtes en train de dire que ça aurait été plus compliqué de s'associer au Naira et moins risqué, c'est ça? Oui, ça aurait été plus risqué. Ça aurait été plus risqué. Comment ça aurait été plus risqué alors qu'on connaît mieux le fonctionnement du Naira que le fonctionnement de la crypto? Non, les Centrafricains et le président Touadéra, en l'occurrence, maîtrisent très bien, pour être enseignant de cryptographie, maîtrisent très bien le produit. Il a une très bonne maîtrise et puis il est plus autonome. Parce que c'est né en Centrafrique, c'est produit autour de... C'est lui qui pense ça. Si vous allez chercher le Naira, on va commencer à vous poser d'autres problèmes. Ça va commencer à vous poser d'autres problèmes. Et ce n'est pas comme si le Nigeria lui-même était totalement autonome du regard d'autres puissances. Même si ça se fait à un degré un peu moins brutal et violent que cela peut être dans la zone CFA. Mais le Nigeria lui-même est... On parlait ici l'autre jour des tankers qui se mettent sur le bord et qui prennent le carburant. On le dit. C'était un clin d'œil pour relever un certain nombre de choses. Donc, mais la méthode n'aurait-elle pas été plus prudente? Je ne suis pas sûr qu'il ait été imprudent. Simplement, à un moment ou à un autre, il fallait dire ce qu'on est en train de faire, expliquer ce qu'on est en train de faire et accepter que les gens aient leurs avis à l'extérieur. Moi, j'ai envie de poser la question. Pour qui roule la COBAC? Pour qui roule la BEAC? Est-ce que vous avez vu dans le document qui a été rendu public une seule analyse technique montrant en quoi les développements en Centrafrique vont plomber l'économie à la fois de la Centrafrique ou des autres pays de la sous-région? Est-ce que vous avez vu une seule... C'est-à-dire que des gens parlent de criminalité, les gens parlent de blanchiment d'argent, des gens parlent d'extraterritorialité de ceci, de prestataires. Vous pouvez me dire, les principaux prestataires de la Centrafrique ici, c'était les Centrafricains. C'était des Camerounais. C'était des Congolais.
On parle de quelle extraterritorialité? Parce que cette expression-là peut avoir plusieurs concepts selon qu'on l'étudie d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique ou d'un point de vue géostratégique. De quoi parle-t-on précisément? Parce qu'une fois que c'est dit comme ça, on a l'impression d'avoir quelque chose d'intelligent, mais c'est logomachique. C'est-à-dire que c'est un gros slogan dans lequel on peut tout mettre. Quand on parle d'extraterritorialité dans ce texte, de quoi parle-t-on concrètement? Est-ce qu'on a même explicité ce point pour dire aux gens ce que la COBAC entend? Mais le franc CFA, c'est de l'extraterritorialité par principe. C'est pas définition, le principe, CFA, concept, opérationnalité, quel que soit l'angle par lequel vous le prenez, le franc CFA, c'est une monnaie, ça vient de l'extérieur, c'est géré par l'extérieur. Ça appartient à l'extérieur, c'est validé à l'extérieur. Je ne sais pas si on se comprend. Pour qui roule la COBAC? C'est-à-dire que ce document aurait pu être une somme de questionnements auxquels la Centrafrique devrait répondre. Elle aurait pu, la COBAC aurait pu, les fonctionnaires ou les employés de la COBAC auraient pu élaborer un questionnaire pour dire à la Centrafrique, voici comment, de façon opérationnelle, se passera le change. Comment avez-vous envisagé ceci? Et de travailler précisément à faire leur boulot. Leur boulot n'étant pas de brimer, étant au mieux d'alerter, d'avertir, mais surtout de travailler de concert avec le pays qui impulse le mouvement et les autres à l'harmonisation. Dire, est-ce que vous ne faites pas perdre aux autres pays autour de vous dans l'UMAC? Est-ce que vous ne leur faites pas perdre ci ou ça? Et qu'on y apporte des réponses. De mettre en place des commissions pour réfléchir, pour travailler, à harmoniser tout ça. Et aider la Centrafrique, si tant est que la COBAC est là pour que les pays se développent. Ils sont là pour que les pays se développent. Est-ce que le choix de la crypto-monnaie est-elle donc panafricaniste? Les banques, elle est panafricaniste, pourquoi? Pour répondre simplement. Parce qu'elle va apporter, vous écoutez, vous ne pouvez, même en droit, quelqu'un qui vole un médicament à la pharmacie pour aider son enfant mourant n'a pas la même peine que quelqu'un qui a volé un bijou dans une bijouterie. Une femme qui vole un bout de pain à la boulangerie ou bien un doigt de banane pour nourrir son enfant n'est pas traité devant le juge de la même façon que quelqu'un qui aurait volé un camion de bananes, détourné un camion de bananes pour aller le vendre au marché. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a à la fois parce que le juge rend son verdict en fonction du droit et de son intime. Il y a l'intime, mais il y a les excuses atténuantes qui sont différentes des circonstances atténuantes. Les excuses atténuantes sont prévues par la loi. Les excuses sont prises en compte par le juge qui détermine ce qui est une circonstance atténuante. Alors qu'une excuse atténuante, la loi prévoit ça. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Et la peine est ipso facto divisée par 2, naturellement, avant que le juge ne puisse encore l'aménager vers le bas. Mais dès qu'il y a une excuse atténuante, la peine est divisée par 2. Et plus loin, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui était en otage, qui s'est libéré, pourquoi tu as cogné la tête de ton ravisseur en fuyant? Écoutez, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui se libère, je dis, pourquoi tu lui as donné un coup aussi dur sur le crâne en fuyant? Fallait taper l'orteil. Mais si tu tapes l'orteil, il va tirer sur toi. Il va tirer sur toi. Donc, vous ne pouvez pas dire à la Centrafrique, vous ne pouvez pas dire à la Centrafrique, vous ne pouvez pas reprocher à la Centrafrique d'avoir essayé de se libérer. La Centrafrique impulse un mouvement qui doit, et je crois que le communiqué qui est là, et je veux dire, la très visible dureté, fermeté, l'évitable brutalité de ce communiqué montre très bien que l'objectif n'est pas forcément de freiner la Centrafrique, c'est de faire peur aux autres. C'est de dire aux autres, ne prenez pas exemple, nous on va les écraser, on va les étouffer. Ne prenez pas exemple sur eux. Et je sortirai en disant, les banques, la COBAC, traite avec les banques. Oui. D'accord? Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que on peut régler ce problème sans passer par les banques. Parce que il y a ce qu'on appelle les marchés. On peut régler ce problème sans passer du tout par les banques. Tu comprends un peu? On peut créer un exchange. Si la Centrafrique reçoit les paiements pour l'or, le pétrole ou n'importe quelle autre matière première en bitcoin, elle n'est pas obligée d'aller échanger ça en francs CFA via une banque. On peut aller sur Binance et échanger ça. Et obtenir les dollars, l'euro et n'importe quoi. On peut obtenir tout ce qu'on veut, donc on n'est pas obligé. Donc la Centrafrique va certainement, quand vous regardez le white paper du Sango, vous voyez très bien qu'on va évoluer. Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire justement cavalier seul? Est-ce que justement ce n'est pas antinomique avec l'idée de panafricanisme? Oui, mais si quelqu'un se libère seul parmi plusieurs otages, qu'il aille d'abord se mettre à l'abri, comme ça il trouvera le moyen de s'organiser pour venir sauver ses frères. D'accord.
Ok. Et on va parler justement de ses frères aujourd'hui. La COBA, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas trop à quoi s'en tenir, c'est la commission bancaire de l'Afrique centrale, née en 1990, mais qui a pris effet véritablement en 1993. C'est, pour faire simple, le gendarme de la réglementation bancaire en Afrique centrale. Alors, dites-nous, qu'est-ce que peuvent les pays voisins, justement, qui font partie de ce conglomérat, peuvent-ils suivre? Doivent-ils, sont-ils tenus de suivre les décisions de la COBAC? Il faut d'abord dire aux gens clairement ce que c'est que la COBAC. C'est pas le gendarme de quoi que ce soit. C'est quand même l'organe de supervision. Non. C'est l'institution qui a été créée pour préparer et suivre la dévaluation du franc CFA. Il faut expliquer clairement à nos peuples ce qui se passe. Parce que les gens, c'est le gendarme, c'est l'organisation. Non. On donne trop de respect. On lui donne comme ça. Voilà. C'est-à-dire que vous avez. Je me fie au texte. C'est sans parti, sans être moins africain que les autres. Chacun fait son boulot sur le plateau. Voilà. Merci. Je n'ai pas dit que ce que vous avez dit était faux. Mon chéri, je dis simplement que quand tu dis, voilà, c'est ça le texte. Okay. Mais la COBAC a été pensée pour accompagner la dévaluation du franc CFA. Okay. C'était ça l'objectif. Et pour s'assurer en fait que les banques qui existaient ici étaient dans la camisole de force qui les obligerait à fonctionner selon les règles de la dévaluation. Merci à la réalisation pour le communiqué de presse la réunion de la commission bancaire de l'Afrique centrale. L'autre chose qui est assez curieuse dans cette affaire-là, tout à l'heure je vous parlais des risques. Il faut toujours partir de ce que les gens présentent comme étant la base à partir de laquelle ils vont faire quelque chose. À partir du moment où les gens vous disent, nous tenons compte de tel risque, et en conséquence, ça veut dire que c'est ces risques-là qui sont la base de leur réflexion. D'accord. Sauf que tous les risques qui sont évoqués par la COBAC, BEAC, au fond, tous ces risques sont fallacieux. Donc, n'existe pas vraiment. Non, attention, le terme est précis, fallacieux, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais ça veut dire que l'importance qu'on veut leur donner... Ils sont grossis. Caricaturalement. L'importance qu'on veut leur donner n'est pas exacte, n'est pas juste. Et ça frise la caricature. Et donc, si vous prenez une caricature pour bloquer les efforts des peuples, particulièrement d'un peuple qui a envie de vivre mieux, on peut supposer que la BEAC, en tant qu'institution de la société, n'a pu être créée que pour l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc, si cette BEAC-là oublie ce qui est sa mission écrite ou non écrite, c'est-à-dire en tout cas celle qui est fondamentale et qui construit l'histoire, à savoir comment améliorer les conditions de vie des gens, nous avons là un certain problème avec eux. Mais je vous disais tout à l'heure que tous ces risques-là sont trop grossiers. Et parce que ces risques sont trop grossiers, ce qui apparaît clairement, c'est qu'en réalité, le texte de la BEAC est plutôt quelque chose qui vient soutenir les efforts de la Centrafrique, mais de façon incidente, c'est-à-dire que accidentelle. D'accord. Ça aura un effet pervers. Ça aura l'effet pervers de ce qu'eux, ils attendent. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation de l'Afrique centrale, le problème n'est pas que les autres pays s'alignent derrière la soit alignés ou ne s'alignent pas. La question n'est pas là. J'entends effectivement beaucoup de gens dire la Centrafrique aurait pu peut-être aller chercher de s'allier à d'autres, aux monnaies qui existent déjà. Non, ça aurait créé des problèmes diplomatiques extrêmement compliqués. Et des éléments de convergence, ça aurait été trop long. Il y aurait eu trop de réunions à Paris, Londres et New York. Trop compliqué, trop rien. Et ça aurait coûté à la Centrafrique de l'argent qu'elle n'a pas. Mais nous sommes bien dans une logique et une vision panafricaine de synergie d'action. Non, synergie d'action, justement, c'est là la différence et c'est là où il faut bien comprendre ce qui se passe. La Centrafrique fait le pari de la technologie. Dans l'histoire de l'humanité, ce qui fait avancer les sociétés, ce n'est pas de s'accrocher à ce qui est d'hier, à ce qui se meurt, mais c'est de s'accrocher, de monter et de chevaucher ce qui est la vision du futur. Donc la Centrafrique dit, la Chine n'a pas
pour rattraper et dépasser l'Europe et l'Amérique, la Chine n'a pas mené la révolution industrielle exactement comme l'Amérique. Comme les autres. Elle a utilisé la technologie pour rattraper et doubler le reste du monde. C'est tout simplement c'est ce que la technologie fait. qu'elle a utilisée était, on va dire, scientifiquement établie. Il n'y avait pas de... C'est vrai qu'il n'y avait pas de risque zéro, mais c'était quand même de façon... La technologie dont nous parlons... Qui l'a établi d'ailleurs? En tout cas, la technologie du Bitcoin, ou l'infrastructure qui nous permet d'avoir le Bitcoin, c'est une technologie établie aujourd'hui. Ce n'est plus quelque chose qui... Ça balbutie plus. Le Bitcoin lui-même ne balbutie plus après 13 ans. C'est un jeune homme qui est bien debout et qui joue déjà au football. Après 13 ans, c'est logique de penser ça? C'est acquis. La vie des technologies, ce n'est pas 2 milliards d'années. La technologie, c'est quelque chose qui a une vie comme tous les éléments organiques, mais à un moment donné, la technologie, elle n'attendra pas d'avoir 20 ou 25 ans pour être adulte. Aujourd'hui, une technologie, après 1-2 ans, vous prenez votre smartphone, vous pensez qu'il a fallu quoi? On a attendu pour que les téléphones marchent, on a attendu d'avoir la technologie sur 50 ans, pas du tout. Dès qu'on a la base et que ça fonctionne, ça fonctionne. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est 700 milliards de dollars de capitalisation. Donc on va pas, le Bitcoin seulement, mais toutes les crypto-monnaies, c'est 3000 milliards de dollars. C'est pas, les gens sont pas allés mettre 700 milliards de dollars là-dedans parce que ils savaient pas où ils allaient. Attention. Donc, vous êtes en train de dire que rien ne pourra freiner ni arrêter l'ambition du professeur président. C'est inexorable. C'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Ça va marcher. Et je vais vous dire pourquoi ça va marcher. Ça va marcher premièrement parce que je ne comprends même pas du tout la réaction de la BEAC. Pourquoi elle se mêle de quelque chose qui n'est pas dans ses missions? Je pense que la réponse est dans la question de Franklin pour qui roule la BEAC. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. En réalité, ça veut dire tout simplement que quelle que soit la façon dont vous tournez les questions, dont vous approchez le problème, vous ne comprenez toujours pas ce que la BEAC fait avec le Bitcoin. Pourquoi elle s'intéresse à ça. Mais, parce que ce n'est ni dans ses missions, elle n'est même pas outillée pour gérer ça, et la Centrafrique n'a jamais dit qu'elle est en train d'empêcher parce qu'elle a quand même le droit constitutionnel de sortir du franc CFA, attention. Mais elle n'a jamais dit qu'elle empêche la BEAC de faire son travail. Elle n'a jamais dit qu'elle va mettre les qu'elle se soustrayait même à ses obligations vis-à-vis du franc CFA ou de la BEAC. Elle n'a jamais dit ça. En tout cas. En tout cas, elle ne l'a pas encore fait. C'est le communiqué du presse du 22 avril. Là. Donc, en fait, on ne comprend pas très bien cette réaction fulgurante, la foudre. Pourquoi? Quelle est cette réaction fulgurante de la BEAC? Mais la vérité est que ça va aider la Centrafrique. Parce que j'explique pourquoi la Centrafrique sort de là. La Centrafrique vend ses matières premières et les revenus atterrissent au compte des opérations au Trésor de France. Avec un peu de chance, elle a 15% de ses revenus d'exportation. Et les bons jours, les très bons jours, jusqu'à 30-35%. Le reste, elle en entend seulement parler. Le problème, c'est que pour goudronner toutes les routes de Bangui, parce qu'il faut donner des exemples concrets. Pour goudronner toutes les routes de Bangui, la Centrafrique aurait besoin de 100 millions d'euros. 100 millions. Bangui, c'est une ville de 9 km de diamètre. C'est pas très grand. Leur faut 100 millions d'euros. Le problème, c'est que la Centrafrique n'a pas 100 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez concevoir une chose pareille? Simplement, l'or qui est sorti de Centrafrique clandestinement l'année dernière représentait plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'au moins une partie de ces routes aurait pu être goudronnée. Seulement là. Bon, maintenant, la Centrafrique va lancer l'exploitation de son pétrole, qui est d'ailleurs à l'origine des problèmes qui ont commencé là en 2011-2012. Parce que il y a eu une multinationale française qui allait faire une exploration, elle a décrété qu'il n'y avait pas de pétrole. Quand les Chinois sont arrivés un an après, les Chinois ont dit que c'était un océan de pétrole. Les problèmes ont commencé. Parce que, en fait, les autres essayaient manifestement, on l'espère que ce n'était pas ça, mais manifestement, les autres essayaient de cacher une information stratégique. Et il fallait s'assurer qu'ils aient leur homme pour gérer, pour exploiter cela et s'assurer de la maîtrise de ces gisements-là.
Les Chinois sont venus, ils ont dit qu'il y avait du pétrole. Et depuis, on attend quand est-ce qu'on va démarrer l'exploitation de ce pétrole. Mais pourquoi la Centrafrique devrait aujourd'hui commencer à exploiter son pétrole pour que le revenu de son pétrole atterrisse dans le compte des opérations du Trésor de France? Pendant ce temps, le président a promis d'investir 42 milliards en 5 ans. Il est déjà à 6 mois. Donc il aurait sa paix. Il a déjà grignoté 6 mois. Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Donc il a un problème là. Le temps court. Il a la capacité d'avoir les ressources, mais il ne peut pas les avoir. Parce que ça va atterrir ailleurs. Le problème ne reste-t-il pas entier quand on ne peut pas convertir justement ces crypto-monnaies en francs CFA? Non, pas du tout. C'est là que j'arrive. Okay. Et pourquoi est-ce qu'ils Il va même acheter tout ce qu'il veut en Bitcoin directement. La structure est simple. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la gesticulation. Parce que ce que la BF fait, c'est de la gesticulation. Mais on comprend que ces cadres-là, peut-être ne soient pas prêts à gérer tout cela, alors que nous avons bien évoqué ici qu'ils auraient dû d'abord aller discuter avec l'État centrafricain. C'est des gens ouverts qui discutent avec tout le monde. Donc, ce qu'on aurait, aujourd'hui, la Centrafrique va vendre ses matières premières. Le Bitcoin, il parle de l'extraterritorialité. On comprend en arrière-plan qu'ils s'imaginent que les gens vont aller acheter du Bitcoin et donc les devises vont sortir. Non, pas du tout. La Centrafrique n'est pas dans cette démarche. La Centrafrique va exporter ses matières premières, va se faire payer en Bitcoin. Et ces bitcoins-là, la Centrafrique va les mettre dans sa banque centrale numérique qui va gérer tous ces avoirs-là. Et ces avoirs-là, la Centrafrique va donc irriguer l'écosystème économique de la Centrafrique par la commande publique et par les salaires. Donc, on vous commande les micros, on vous paye en bitcoin. Et comme vous voulez l'entreprise RIM, vous êtes payé en bitcoin, vous allez vous-même acheter les micros, je sais pas, en Chine, où vous les fabriquez, vous faites comme vous voulez, mais vous faites tout ça en Bitcoin. Le grand avantage, c'est que dans le circuit économique, en fait, vous êtes plus compétitif que tous ceux qui vont vouloir faire des présentations, des propositions en francs CFA. N'oubliez pas que le volume, c'est-à-dire que la nébuleuse des transactions finances bancaires représente parfois jusqu'à 35% des coûts des équipements qu'on achète. Ce qui fait que en Bitcoin, ce sera plus compétitif. Et donc, vous-même, vous allez payer, l'entreprise RIM va payer les salaires en Bitcoin. Avec donc cela, on va avoir toute la centrale. Exactement comme ils ont aujourd'hui, l'État irrigue l'écosystème avec le franc CFA, via la commande publique et les salaires. Ils vont le faire en Bitcoin. Et comme on va avoir les wallets, il peut y avoir un Sango Wallet, quelque chose comme ça, ou Bangui Wallet, ils appelleront ça comme ils voulaient, donc un portefeuille numérique. Via ce portefeuille numérique, le Bitcoin est divisible jusqu'à 100 millions d'unités. D'accord, mais comment ils font avec si un natif de Bangui arrive au Cameroun, il n'a que des bitcoins, il fait comment? On arrive à quelque chose. On parlait tout à l'heure des marchés. Mais le Bitcoin n'est pas, il n'y a pas que les banques et les francs CFA. Quand il arrive ici, et je vous rappelle qu'à Douala, vous avez des hôtels, des agences de voyage qui se font payer en Bitcoin. Et que la COBAC n'agit que sur les banques, pas sur les sociétés commerciales, etc. Donc moi je suis mon entreprise. Ouagama continue de prendre le Bitcoin et tout donner le CFA. C'est-à-dire que c'est la banque qui est assujettie à la COBAC, c'est pas tout le monde. Et donc, ils vont prendre quand vous allez recevoir votre salaire ou votre paiement de la commande publique en Bitcoin, mais via le portefeuille. Le portefeuille là, ou l'un des portefeuilles, peut y en avoir plusieurs. Dans ce portefeuille là, eh bien, comme le Bitcoin est divisible jusqu'à 100 millions d'unités, ça veut dire que même votre paiement, même si le Bitcoin a une valeur de 25 000 dollars, vous n'avez pas tous besoin d'avoir un Bitcoin entier. En fait, vous pouvez avoir des fractions de Bitcoin dans votre portefeuille qui vous permettent d'aller acheter le paiement qui est aujourd'hui équivalent à 50 francs. Parce que c'est divisible jusqu'à 100 millions d'unités. Et parce que le Bitcoin, rappelle quand même, c'est assez cher, hein, quand même. Non, c'est l'unité. Ce n'est pas cher. Le Bitcoin n'est pas cher. C'est pas cher. Je sais pas par rapport à quoi vous dites c'est cher. Oui, sa valeur, c'est de sa valeur. Non, attention, on ne dit pas. Alors, je crois qu'il y a un problème. Parfois, quand vous dites aux gens, ils vous disent, ah oui, mais moi, j'ai mon salaire de 10 000. On va me payer en 10 000 Bitcoin. Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de temps. Mais on peut lui payer son salaire de 10 000. À 0,0 quelque chose. Et s'il va aller acheter le pain qui coûte 150, il va aller, il achète son pain avec son portefeuille. Que celui qui doute de sa capacité à faire ce type d'opération nous rappelle du jour où on lui a dit de mettre son argent dans le téléphone. S'il s'en souvient et de sa réaction. Oui, mais il savait qu'en face, il pourrait le retirer en toute sécurité. Ce qu'on vous dit, est-ce que le mécanisme justement est prêt pour que la vendeuse de piment ait de quoi
reprendre. Si on lui explique qu'elle n'a pas besoin de reprendre son dû. C'est ça. Mais c'est ça tout l'intérêt du Bitcoin. En fait, et c'est ça que nous devons comprendre, c'est tout un nouvel écosystème, à la fois intellectuel, culturel, économique. En fait, c'est ça tout l'intérêt du Bitcoin. C'est que désormais, vous allez oublier le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Vous passez dans un nouveau monde. Donc, la Centrafrique a une stratégie de gestion de ce changement. Je vous rappelle que pour que les Européens adoptent l'euro, ils ont pris 3 ans pour expliquer aux Européens comment, quand on a changé le billet de francs CFA, il y a les gens dans mon village à Garoua qui ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas du tout compris. Mais on va expliquer. Il y a une stratégie de gestion de changement qui intègre la formation, la sensibilisation, la communication, etc. Pour que les gens adoptent l'euro en Europe, ça a pris 3 ans de communication, de formation, de sensibilisation, d'explication. La Centrafrique va faire la même chose. D'accord. Et donc, via le porte-monnaie, le portefeuille numérique là, vous pouvez payer votre piment qui coûte 50 francs. En fait, comme la COBAC dit, je coupe les ponts entre tout ce qui est crypto-monnaie, particulièrement le Bitcoin et le franc CFA, mais les Centrafricains, ça va leur faciliter la tâche. Ils n'ont même plus besoin de considérer le franc CFA dans le dispositif de mise en place de leur Bitcoin. Et ils vont donc organiser en interne le système financier de telle sorte qu'il y aura même une banque centrale digitale, numérique, qui va donc gérer les avoirs de l'État. Et il va donc tous les avoirs revenus comme exactement vous avez le franc CFA aujourd'hui. Et puis il peut y avoir donc des opérateurs, mais à la différence, le Bitcoin, vous n'avez pas besoin d'avoir une banque commerciale où vous allez acheter ou déposer vos Bitcoins. Ça vient directement dans votre portefeuille numérique. Et vous venez, j'ai besoin de venir t'acheter le bracelet que tu as là, il me plaît, il coûte 1000 francs, l'équivalent de 1000 francs CFA. On paye et je pars. Donc la Centrafrique, en réalité, ce qui risque de se produire d'ici la fin de l'année prochaine ou plus tard, c'est que vous aurez un pays qui n'utilise plus le franc CFA. Donc un pays qui n'a pas besoin de répondre à la COBAC et à la BEAC. Il va leur dire, ok, nous on a compris, ça va. Ils n'ont pas besoin de répondre. Ils vont simplement mettre en place les outils. Une banque centrale numérique, leur portefeuille numérique, un portefeuille Bitcoin, mettre en place la stratégie de gestion de changement, formation, communication, sensibilisation. Et ensuite, donc, le président disposera du fait de revenus d'exportation des 42 milliards ou même plus dont il a besoin pour investir et transformer son pays. Donc, en fait, ce qui est la relation de la Centrafrique et la BEAC, c'est une relation apaisée. On dit simplement à la COBAC, BEAC, que en fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous auriez pu aller en Centrafrique, rencontrer le ministre des Finances, lui demander de vous expliquer ce qui se passe en Centrafrique. Il leur aurait expliqué ce qui se passe en Centrafrique. On aurait fait l'harmonisation des législations et ça aurait été beaucoup plus simple. Parce qu'à ce moment-là, on aurait intégré un élément qui serait peut-être resté en Centrafrique seulement et pas dans les autres pays, mais du fait d'une meilleure connaissance du Bitcoin et de la blockchain, on aurait compris que les risques de crypto-criminalité sont beaucoup plus élevés avec le franc CFA. Ça tourne autour de 5%. Les risques de blanchiment d'argent sont beaucoup plus élevés, ça tourne autour de 5-10%. Les risques d'évasion fiscale, c'est beaucoup plus élevé. Il y a d'ailleurs beaucoup de banques qui ne font que ça ici. D'aider à cela. Donc, il faudrait plutôt, alors que sur le Bitcoin, on a 0,1%. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a à faire, et je crois que les banquiers, j'en ai dit ça avec quelques, c'est des gars très futés. C'est des gens très intelligents qui ont bien compris que, en plus de la répression dont ils sont victimes sur la gestion du crédit et donc du financement de l'économie, on vient encore de leur mettre une autre limite, encore une répression féroce sur l'évolution technologique. Et c'est un produit pour lequel les Américains sont déjà les Américains. Les Américains acceptent les comptes Bitcoin comme garantie pour vous donner le dollar. Bien sûr. Et en finance, la garantie dépasse ce qu'on vous donne. L'intérêt étant que, en fait, quand vous regardez l'option Bitcoin, en fait, c'est censé devenir l'étalon bientôt. Et comme les Américains, les Japonais, qui sont aussi très avancés sur la question, et tout ce que les Allemands sont en train de faire, c'est que ces pays-là prennent avantage de ce que le Bitcoin demain sera le nouvel étalon or, et bien ils commencent eux à stocker les Bitcoins et à les utiliser comme garantie, sachant que grâce à ça, en fait, ils assurent leur avenir. La Centrafrique a très bien compris, je finis par cette phrase, il faut que nous sachions une chose et que nous fassions attention. Je ne suis pas sûr qu'il y a un seul cadre à la BEAC qui est expert en cryptographie, ni d'ailleurs en Afrique centrale, qui connaît aussi bien
un séminaire en Centrafrique qui tournait autour justement de cette décision assez stratégique. Combat contre crypto-monnaie, la RCA peut-elle s'en sortir? Telle est la problématique de ce matin. On revient justement sur les décisions prises par la COBAC qui, comme on l'a vu jusqu'ici, ne limite pas le champ d'action du Bitcoin en RCA. Alors, avant-gardistes, ils s'accordent à le dire, parce qu'on peut faire d'homme rester avec nous. On comprend que le sujet de la crypto-monnaie, ce n'est pas forcément trop votre dada, mais parlez-nous justement on va dire des prospections futures. Pensez-vous que la Centrafrique aujourd'hui, qui impulse ce mouvement, va être suivie par d'autres pays de la sous-région, déjà commençons par la CEMAC, et dans le VA, on a forcément en griffe, devrait-elle faire école auprès de ses pairs? Sans beaucoup de prétention, Rim, je tiens quand même à vous dire que vous avez en face de vous un politique. Oui, justement. Bon, donc, tout ce qui concerne bien sûr. des possibilités de gestion de la cité m'intéresse au premier point. De quelques fibres que ce soit. Je m'intéresse à cette affaire de Bitcoin depuis très longtemps. Je ne me suis pas lancé là-dedans parce que j'espérais que la bataille pour mettre fin aux francs CFA, comme nous la connaissons, était quelque chose de jouable et que très rapidement nos exécutifs allaient prendre conscience et nos hommes politiques du moment, ceux qui décident du moment, de cette exigence-là, de telle manière qu'on mette rapidement fin aux francs CFA par la création d'une quelqu'un qui disait ça quand vous êtes sur ce bout de chemin et vous êtes face à un combat pour la fin du franc CFA qui, sur tous les plans, n'est que du racisme primaire à l'état brut. D'accord. Et ça ne peut pas l'accepter. Donc, je vous disais donc, dans cette optique-là, il est important qu'aucune solution ne soit écartée. Moi, je vais loin. Est-ce que vous pensez, et c'est ça la question, est-ce que vous pensez que les pairs en Afrique qui observent justement ce qui se passe en RCA devraient emboîter le pas justement au président Akash Touadéra? C'est ça la question en fait. J'ai commencé par ma première prise de parole de vous dire
pas sur le président Faustin Touadéra, je comprends l'attitude d'un chef d'État qui cherche des solutions pour sortir son peuple de la misère. D'accord, et est-ce que justement, nous sommes 16 en Afrique aujourd'hui à utiliser le franc CFA, est-ce qu'il faut qu'on sorte par là, vous ne répondez pas à ma question, est-ce qu'il faut qu'on sorte par là, est-ce que vous pensez donc que le cas de la Centrafrique et du président peut faire école, ou doit faire école justement auprès de ses pairs, parce que tous souffrent du franc CFA, vous pensez que c'est la solution? Toute l'Afrique ne souffre pas de franc CFA. Je veux dire les 16 justement qui... C'est 14 plus 1, juste les Comores. 14 pays d'Afrique plus les Comores, c'est ça qui fait les 15. Ok. Bon, tous ne souffrent pas de la même manière. Et tous n'ont pas la même volonté d'affranchir leur pays de la même tutelle. Parce qu'il y a une autre question. Pourquoi Touadéra le fait? Rim veut que tu organises un référendum entre les chefs d'État. Parce que allez, on va sortir par là. Tous sont de véritables cauchemars pour lui. Vous ne pouvez pas avoir ce niveau de conscience, ce niveau de dignité, accepter que votre pays continue de croupir dans la misère. Ce n'est pas possible. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est que on doit comprendre dans cette affaire-là, c'est que, tout à l'heure, je crois que c'est Franquin qui le disait, quand on veut se débarrasser de son maître, c'est quand vous êtes un esclave. La manière dont sa mise à mort est programmée, tout est bon. Si vous pouvez lui donner un coup de massue, si c'est avec l'arme, si c'est avec la machette, toutes les solutions sont bonnes, à condition que vous vous affranchissez de sa tutelle, point final. D'accord. Tout le reste là, c'est le bavardage organisé par la COBAC et par la BEAC, excuse-moi, mon cher Rim, qui ne sont rien d'autre que des armes entre la main des colons pour continuer à perpétuer les dominations au niveau de nos États. Je vous ai dit que nos économies sont incapables de prendre la moindre petite résolution et solution de manière endogène, de manière libre et indépendante, s'ils n'ont pas le hockey de cette institution qui continue d'appliquer une politique nazie sur l'ensemble de ces 14 pays africains, plus les Comores. Et ça, c'est injustifié et c'est incompréhensible. Que font donc l'Afrique? Que fait l'Union africaine même? Est-ce que l'Union africaine a déjà pondu un texte pour condamner la France par rapport à ce qu'a fait le franc CFA? Pourquoi on en veut donc à Touadéra? Touadéra le fait parce qu'il estime qu'il faut le faire pour sortir son pays de cette misère. D'autres pays africains, les anglo-saxons, le Nigeria, au niveau de sa banque centrale, ils ont déjà, comment ça s'appelle, Niger. Bien sûr. Le Niger. Niger, oui. Et d'autres pays dans le monde. Mais c'est que j'insiste, et là je voudrais que ce soit ce que les téléspectateurs retiennent de mon développement ou bien de ma solution dans cette affaire-là. On sortira par là, s'il vous plaît. Faisons tout pour être autonome. Qu'on ait notre propre monnaie. D'abord, si ce n'est pas au niveau de l'Afrique centrale, au moins au niveau de l'Afrique, au moins soit au niveau de l'Afrique centrale. Maintenant, ne nous laissons pas décrocher complètement par rapport à toutes les innovations qui vont dans le sens de la préparation de nos économies au nouveau bon scientifique et technologique dans la question de la gestion des différentes possibilités de financement de nos économies. Et en ce sens, je pense que le Bitcoin, d'ailleurs qui a subi une attaque, je crois que vous avez suivi, depuis hier, là, elle est passée, je crois, à une valeur de 25 000 $. Bon, c'est pour vous dire que les attaques vont se perpétuer, d'autant plus qu'on voit bien que d'autres pays sont tentés de prendre cette solution-là comme solution. Allez, on va sortir rapidement en quelques secondes l'un et l'autre. Je commence par vous, Maître Franklin. Est-ce que la COBAC peut aller au-delà de ce qu'elle a décidé déjà? On a parlé d'acharnement, persécution même. Est-ce qu'elle peut aller au-delà? La COBAC ne parle pas aux États. La COBAC va parler aux banques. Elle va continuer de faire ce qu'elle a fait via les banques. D'accord. Elle n'a pas beaucoup de moyens d'aller beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, si elle avait les moyens, je crois qu'elle ne se serait pas arrêtée à ces aboiements-ci. Elle serait rapidement allée beaucoup plus loin pour organiser des blocages beaucoup plus importants. D'accord. Ce que la COBAC a fait là, l'absence... La COBAC aurait quand même dû laisser les banques, qui sont les techniciens et les experts, donner leur avis sur la question de ce nouveau produit. D'accord? Que les banques disent, nous avons tel problème. Que la BEAC, qui est l'organe là au-dessus, parce que la COBAC c'est administratif, c'est pas technique. Que la BEAC, que les banques disent non, nous on a un problème structurel, opérationnel avec cette affaire, ce produit. On ne peut pas l'intégrer dans l'arsenal de nos produits. On ne peut pas, ça va perturber si ça va déranger ça. Suite été des arguments techniques opérationnels qui auraient été pris en compte et qui permettraient de réfléchir, même d'aider la Centrafrique à améliorer son offre, son évolution. Mais on voit très bien que le communiqué était plus un aboiement qui avait pour effet de faire le baffle de personnes qui ne s'affichent pas
et puis surtout d'effrayer, de distiller de la crainte à la fois dans l'opinion publique mais aussi chez d'autres pays qui seraient tentés par l'expérience centrafricaine. Mais plus que cela, Rim, le problème que pose l'évolution centrafricaine, c'est le vent de liberté, le vent de flexibilité, de diligence que font souffler la blockchain et les crypto-monnaies sur les économies des pays qui l'adoptent. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement politique d'embrigadement, d'assujettissement monétaire et financier. Et là, du coup, un président fait souffler un vent de liberté sur son peuple. On ne veut donc pas laisser la possibilité à ce peuple-là de sentir, même de façon fine et légère, la brise de ce vent de liberté monétaire qui peut souffler sur eux. Je crois que ce que les Africains doivent retenir, et je suis d'accord avec le grand frère quand il dit que oui, on doit réfléchir, mais il faut bien partir de quelque part, et c'est bien ce qu'il dit. Il faut partir de quelque part, il faut réussir à passer entre les gouttes à la fois des autres pays qui quelquefois ne sont pas tout à fait réceptifs de ces évolutions-là, parce que tous les présidents ne sont pas d'accord sur la question. Si vous allez voir par exemple le président de la Côte d'Ivoire, il ne sera pas tout à fait d'accord avec ça, même si chez lui, en l'espèce, il est en train de mettre les terminaux à blockchain où les gens peuvent retirer leur blockchain au guichet automatique. C'est en Côte d'Ivoire, c'est au Burkina Faso. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir pour les Africains, c'est que la crypto-monnaie et la blockchain peuvent faire souffler sur l'Afrique un vent nouveau. Lorsque vous voulez transférer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, demandez à tous vos correspondants. Ils vont vous dire que c'est un flicage en règle. C'est qui? C'est pourquoi? Vous êtes sûr que c'est votre frère, que c'est votre soeur? Est-ce qu'on en a la preuve? Est-ce que c'est un flicage en règle lorsque vous voulez transférer de l'argent? Or, avec le Bitcoin, vous avez la possibilité pour les pays africains de parler désormais. On évacue déjà la partie que l'on connaît, c'est-à-dire que si les pays africains vendent les matières premières, la Centrafrique, en l'occurrence, recevra tout son argent qui ne passera plus par le trésor français. Ça, c'est évacué. Mais plus que cela, la Centrafrique a la possibilité de parler de tu à tu avec le reste du monde lorsqu'elle veut acheter quelque chose à l'étranger désormais. Parce que un bitcoin en France, c'est un bitcoin en Centrafrique, c'est un bitcoin aux États-Unis, c'est la même chose partout. Et en 60 ans d'indépendance, la Centrafrique n'a jamais eu la possibilité, d'un point de vue économique et monétaire, de parler de tu à tu avec le reste du monde. Et ne serait-ce que pour cela, les Africains devraient, sinon qu'engager véritablement, mais au moins avoir un œil et une écoute attentive sur le développement et les possibilités qu'offre ce qu'offre la Centrafrique et son président visionnaire. Merci, Maître Franklin. Et on finira avec vous. La Centrafrique, il faut le rappeler, assure la présidence tournante de l'UMAC actuellement et concomitamment celle du conseil d'administration de la BEAC. Elle maintient donc toutes ses marges de manœuvre pour continuer son projet. C'est ce qu'il faut retenir? Non, elle est préoccupée par quelque chose de plus important. La Centrafrique est préoccupée par comment est-ce que l'équipe actuelle va développer son pays. C'est ce qui l'intéresse. Et donc elle n'a rien à craindre du côté de la COBAC. Non. Ce que je vous ai dit tout précédemment, c'est que le Bitcoin que la Centrafrique, dont la Centrafrique a fait monnaie de référence chez elle, le Bitcoin est en dehors du champ d'action et du champ d'émission de la COBAC, de la BEAC. Donc la BEAC va dire tout ce qu'elle va dire sur le franc CFA. La Centrafrique, à la limite, engagée dans l'adoption et l'implémentation du Bitcoin, ça ne concerne pas. Mais je voudrais simplement dire que, au fond, ne faisons pas de différence entre COBAC et BEAC parce que c'est le gouverneur qui préside la COBAC. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, c'est des discussions qui ont lieu au même niveau. Et ça veut dire, de toute manière, ils ne peuvent avoir qu'une vision unique. C'est intramuros. C'est la même chose. Et surtout que ce ne sont pas des décisions d'ordre technique, ce sont des décisions d'ordre politique. Absolument. Ne l'oublie jamais. Pourquoi il prend les mots que je vais utiliser? Mais c'est ça les aînés. Non, mais c'est ça les aînés. Les choses répétées plaisantes. On peut répéter, il n'y a pas de problème. Les aînés. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous lisez tous les documents, vous voyez rien de vraiment technique. La Centrafrique fait une évolution, un bond technologique. On leur répond politiquement. Vous leur répondez, mais bien sûr, vous êtes obligé de répondre politiquement à la Centrafrique, parce que sur le plan technique et scientifique, vous ne pouvez pas répondre. Absolument. Vous ne pouvez pas répondre. Vous allez leur dire quoi? Vous allez dire à la Centrafrique, non, ne développez pas votre pays, ce serait une bizarrerie. Vous allez dire à la Centrafrique, non, n'implémentez pas Sango, tout ce qui est Sango.
Ce serait une bizarre. Donc en fait, la réponse à une question technique et scientifique est politique. Ce qui est totalement en déphasage. C'est dichotomique. La dichotomie serait même encore intéressante. C'est un anachronisme terrible. Ah, ça. C'est un total anachronisme par rapport à ça. On sort par là. Et puis, il faut comprendre que pourquoi les banques n'ont pas été associées à cette réflexion. Mais parce que Chunjang Pemi l'a dit, nous sommes dans un contexte de répression monétaire et économique. Servitude. Tout simplement. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est la servitude totale. Et on dit aux banques. Mais ce qui est le plus curieux, c'est qu'on dit aux banques, alors que ce sont elles qui sont censées gérer la masse monétaire et ce sont elles qui sont censées, qui gèrent quand même l'économie au quotidien. La conséquence, c'est qu'on prive, on leur a quand même donné une licence universelle, mais on les prive de quelque chose qui leur permettait de gagner de l'argent. Comment est-ce qu'à la fois, vous agréez une entreprise, mais vous empêchez cette entreprise de gagner de l'argent? Donc, il y a quand même un problème qui ne va pas. Et ce que je voudrais dire en 2 mots. Le premier, c'est, je crois que la Centrafrique est sur la bonne voie. C'est le bon chemin. Techniquement, scientifiquement et même politiquement, la Centrafrique montre la voie. D'accord. Demain, ce qui se passera dans ce pays étonnera le monde. Et ça étonnera le monde, mais nous autres, les Africains, ça ne nous étonnera pas parce que nous savons désormais qui est ce pays. Le dernier mot, c'est, il faut que nous allions peut-être sur le plan théorique et essayer de mieux faire comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, la question, c'est que, que sera la monnaie demain? Comment est-ce qu'on va payer sa tasse de thé dans 5 ans? Que sera la monnaie? Est-ce que la monnaie sera encore le fiat que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que finalement la monnaie sera encore la propriété d'un État? Ou bien plutôt un bien commun mondial? Et si nous posons ces questions, c'est de savoir si nous nous dirigeons vers l'avènement de quelque chose qui sera une monnaie universelle, qui servira dans aux échanges, au commerce international, de façon égale. Tout à l'heure, on parlait du Bitcoin qui est égal partout, qui ne sera pas, on ne va pas dire les États-Unis c'est le dollar, la Chine c'est le yuan, mais est-ce que nous n'aurions pas une monnaie universelle qui harmonisera les échanges au niveau international? Et peut-être donc qui fonctionnera avec ou sans des monnaies locales. C'est-à-dire que vous pourriez avoir votre monnaie, les États pourront tout avoir leur monnaie, mais peut-être qu'au-dessus, un peu comme l'or y a servi il y a longtemps, nous aurons une monnaie au-dessus qui pourrait être le Bitcoin, un nouvel étalon qui permettra de réguler le commerce international. Pour finir, les banques centrales dans ce cas-là, d'ici 2050, existeront-elles encore? Et si oui, sous quelle forme? Et si elles existent, sous quelle forme? Peut-être que la Centrafrique l'a encore montré le chemin, une banque centrale numérique. Je pense que nous n'avons pas encore fini d'en apprendre sur la Centrafrique. Et la COBAC, nous les invitons. Je les invite particulièrement et je crois que tout le monde sur ce plateau les invite. Écoutez, les intérêts défendus, il s'agit de nous tous ici. Abbas Toli, il est d'où? Il est du Tchad. Son comité là est constitué de qui? Des Camerounais, des Centrafricains, des Équato-Guinéens, des Gabonais, des Congolais et des Tchadiens, des Camerounais. Mais mais je comprends. Il y a 2 autres membres là. Il y a 2 autres membres là qui ne sont pas d'ici. Mais voilà la raison pour laquelle la BEAC ne rencontre personne et ne veut pas du tout écouter les gens. Et qui ont le droit de veto. Et ce sont ces gens qui seuls ont le droit de veto. Bien sûr. Bon, alors, nous disons donc à la Banque centrale, à la BEAC, ça va être dissous. Ils ont la minorité de blocage. Non, même pas. La minorité de blocage, ce serait que d'autres ont quand même la capacité de bloquer. Eux, ils ont le droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ils disent non, point. Nous disons donc à la BEAC, écoutez, le développement de la Centrafrique sera utile uniquement pour nous qui sommes ici en Afrique centrale. Si l'Afrique centrale sombre dans le chaos aujourd'hui, les 2 personnes qui vous accompagnent dans votre comité rentreront chez elles. Sauf que nous, c'est nous qui aurons, encore comme le disait le grand Fendom, des gens qui vont être obligés de se nourrir de feuilles dans la forêt. Êtes-vous prêts à assumer ça? Question. Une problématique qui reste pendante, mais qui implémente les actions du professeur Akange Touadéra en RCA. Peut-être l'avenir de l'Afrique se joue-t-elle aussi un peu à Bangui aujourd'hui? Merci, cher monsieur, d'être passé sur ce plateau pour édifier encore l'Afrique sur ce sujet. Et je rappelle justement pour tous ceux qui aimeraient en savoir davantage sur la crypto-monnaie, la blockchain et tout ce qui tourne autour justement de cette nouvelle technologie, il y a un séminaire que vous programmez. Ce sera le 17 juillet, le 13 juillet prochain, avec un thème assez évocateur, crypto-monnaie
opportunité ou menace, on ne pouvait pas le libeller mieux que ça. Alors, vous nous donnez quelques petits détails, Maître Franklin? Oui, merci. L'État a autorisé l'année dernière la création d'une association APENC, entendez Association des professionnels de l'économie numérique au Cameroun. J'ai eu la chance d'être élu par mes pairs coordonnateur régional littoral sud-ouest de cette association. Et c'est dans le cadre de cette activité-là que nous voulons, et eu égard au dernier développement, nous voulons rassembler les Camerounais qui veulent en savoir davantage, pas pour leur vendre un produit, mais pour leur expliquer une évolution du monde. Parce que j'ai l'impression que cette époque de l'Afrique ne comprend pas assez que peut-être que c'est elle qui servira de transition générationnelle avec le prochain monde. Parce que finalement, les gens qui ont entre 20 ans et 60 ans sont les derniers à avoir connu le monde non connecté. Parce que nos enfants qui naissent ne connaîtront que le monde connecté. Nos enfants qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, sont venus dans un monde qui, lui, est déjà connecté et qui sera de plus en plus connecté. J'ai le sentiment que les gens ne comprennent pas que la BEAC peut ne plus exister sous cette forme dans 15 ans ou dans 50 ans, et que c'est nous qui devons, ou même plus tôt, et que c'est nous qui devons y travailler, que c'est notre génération qui a le devoir d'y travailler. Lorsqu'on parle de blockchain et de crypto-monnaie, les gens ne l'entendent que sous le prisme de mettre de l'argent et retirer quelque chose demain. C'est réducteur, et c'est même caricatural de ce que la blockchain est et de ce que les crypto-monnaies peuvent apporter à l'écosystème mondial et africain, esclavagiste d'Afrique. Donc, le but du séminaire intitulé Blockchain et crypto-monnaie, menace ou opportunité, le monde face aux mutations du nouveau monde, le but c'est de rassembler les gens et de leur dire, venez écouter ce que c'est que la blockchain, les métiers que la blockchain va changer, les compétences qui vont disparaître, celles qui vont naître. La façon de faire la banque, écoutez, désormais vous pouvez partir de votre compte bancaire pour votre compte sur votre téléphone ou inversement. La caissière n'est pas au courant que son boulot est en train de disparaître. Elle continue d'avoir la prétention de dire au client, alignez-vous droit. Elle ne sait pas que son boulot est mort déjà, il est à la morgue. Et plein de métiers comme ça vont disparaître. Le 13 juin, nous invitons les experts qui seront des académiciens professionnels du numérique, c'est-à-dire que des gens de l'économie classique qui, eux, sont engagés dans la disruption et qui veulent expliquer aux Africains ce que c'est que la blockchain et les crypto-monnaies. Mercredi 13 à 17 h à Bessengue. Les billets seront disponibles, je l'espère. Vous prendrez quelques-uns que vous mettrez ici pour ceux qui voudront bien les prendre d'ici. Mais ils peuvent nous contacter par nos numéros de téléphone et d'autres plateformes YouTube, Facebook et WhatsApp pour entrer en possession des billets qui coûtent 5 000 francs l'entrée. Ce sera 200 places, pas plus. Voilà, c'est calé. On fait partie de ces visionnaires qui savent, car aujourd'hui on le sait, l'ignorance est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Et la connaissance est pouvoir. Passons par Fendor. Merci d'être passé sur ce plateau aujourd'hui encore. Je vous remercie, mais j'ai constaté que l'émission ce matin a été très attaquée sur la toile. Peut-être ça justifie les craintes des uns et des autres par rapport à cette nouvelle orientation. Merci. Ça montre également que les Africains ne sont pas dupes et ils ont le droit de réserve et c'est une bonne chose. Non, quand je dis attaquer, ce n'est pas par nos followers qu'on appelle, attaqué par les gens justement qui ne voulaient pas que le direct puisse... ah d'accord. Voilà. Ok, c'est ainsi le chemin des grandes destinées. Ça ne devrait pas se passer. Peut-être que nous sommes sur la bonne voie. Ça ne devrait pas se passer sur de bons dossiers. Dr Yam, merci encore d'avoir prêté votre voix, votre indigénat intellectuel et tout ce qu'on vous sait pour la bonne cause. Et justement, c'est de cette cause que nous sommes faits. Non pas nous, hommes, mais nous, âmes, qui restons bien engagés sur les traces des premiers et des prémices et qui ne failliront pas. Non, Possumous, non, nous ne pouvons plus accepter le dictat des autres. Et qui sait si l'aventure Touadéra n'ouvre-t-elle pas de nouveaux espoirs et de nouvelles espérances pour une Afrique qui se veut définitivement libre, prospère et grande. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Signez-la, ainsi dit-on merci en Sango et on se retrouve demain.